Taux d'intérêt, conditions d'emprunt, assurance emprunteur, comment faire les bons choix, comment réaliser des économies, c'est ce qu'on va voir dans cette émission. Comment emprunter malin, Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Pierre Chapon, bonjour. Bonjour. CEO de Préto, courtier spécialiste en crédit immobilier. Et Astrid Cousin, bonjour. Bonjour Olivier. Astrid, porte-parole de Magnolia, spécialiste en assurance emprunteur. Alors on va évoquer avec vous les taux d'intérêt, les conditions de crédit. Moi j'ai envie de vous demander déjà en introduction, avant de voir vos indicateurs, est-ce que la période est favorable pour se lancer dans un projet immobilier? Pierre. Alors oui, la période est favorable parce que le marché a retrouvé son équilibre. Les prix ont baissé significativement depuis 2 ans maintenant. Les taux ont aussi baissé de à peu près 1 point depuis le plus haut, il y a un tout petit peu plus d'1 an. Et donc, ça a redonné un pouvoir d'achat aux acheteurs. Et maintenant, il y a un équilibre. Un équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la baisse des prix est terminée. On commence Alors, on dit la baisse des prix est terminée. Ça y est. Alors, Les indicateurs le montrent que depuis quelques mois, la baisse des prix est terminée. Stabilisation. Il y a un ralentissement, voilà. En tout cas, même si l'évolution des prix est une baisse, pas partout, pas au même rythme. En tout cas, bon, pour vous, en tout cas, Pierre, la période est favorable pour se lancer dans un projet immobilier. Astrid. Alors, je suis plutôt d'accord avec Pierre. Je pense que c'est le moment. Je pense que les taux d'emprunt, ils essayent d'annoncer un petit peu que ça va très certainement continuer à baisser légèrement. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on attend 6 mois pour avoir un taux qui passe de 3,4 à 3,2 ou est-ce qu'on se lance? Ça, c'est propre à chacun, mais à un moment, il faut se lancer. Bon. Alors, on va essayer d'y voir clair, justement, avec votre expertise et le décryptage. Tout d'abord, alors, Pierre Chapon, le contexte économique, tout d'abord, et la production de crédit immobilier, où en est-on aujourd'hui? Alors, la production de crédit immobilier sur l'année 2024 a été mauvaise. C'est même pas la moitié des plus hauts historiques qu'on a connus en 2021-2022. On était à 110 milliards d'euros en cumulé sur l'année 2024. Donc, c'est un plus bas. C'est le reflet d'un nombre de transactions qui a été aussi un plus bas. On est en dessous de 800 000, entre 750 et 170 000 transactions en 2024. Donc, c'est une année qui n'est pas bonne, mais qui a montré une amélioration sur le dernier trimestre. Et donc, on commence à voir de la reprise en nombre de transactions et en production de crédit. Donc, on peut dire que c'était pas bon et que la reprise s'est amorcée, mais on considère que c'est une reprise qui est modeste, modérée et qui va être lente sur 2025. Taux d'intérêt, où en est-on? Sur les taux d'intérêt, les taux fixes, bien sûr. Alors, les taux d'intérêt, en moyenne, sur 25 ans, on est en ce moment à 3,2%, mais avec des écarts assez importants. C'est ce qu'on voit là, ici. Exactement. Sur le tableau, selon, alors vous dites selon, effectivement, les profils d'emprunteurs. Selon les profils, effectivement. Et encore là, sur le tableau, on n'a mis que 3 catégories, donc entre 3,10 en moyenne pour les plus de 80 000 euros, donc les profils qui sont plus attractifs pour les banques, et 3,30. Mais ce qu'on observe en ce moment, si on prend non pas 3 catégories, mais les meilleurs taux, on a des meilleurs taux en ce moment qui peuvent être en dessous de 2,8. On a du 2,75. Jusqu'où vous pouvez aller, justement? Jusqu'où alors? Vous dites 2,8? 2,8, 2,75. Il y a des offres en ce moment sur le marché à 2,75, ce qui est quand même très bas. C'est un profil pour un couple en CDI avec des revenus quand même importants. Exactement. Et souvent, les meilleurs taux, on y reviendra peut-être, sont aussi portés par des bonifications liées au DPE. Un DPE A, B ou C permet dans pas mal de banques d'obtenir une décote. Et donc, si on veut vraiment optimiser le taux, aller vers des bonnes qualités énergétiques, c'est un avantage. Quelle est la stratégie des banques pour l'instant? La plupart, si on devait donner des tendances, donc c'est l'outil de conquête, le crédit immobilier, il y a une concurrence aussi très forte. Tout à fait. Donc, le crédit immobilier, c'est
tout le temps l'outil de conquête pour les banques de détail. Mais c'est revenu, parce qu'à un moment donné, il y avait des conditions d'emprunt qui étaient compliquées. Exactement. Donc c'est revenu en 2024. On avait toutes les banques de la place qui étaient présentes pour prêter. Et en 2025, ça va s'intensifier, cette présence et cette concurrence entre les banques, puisque, comme je le disais, on a un marché qui va reprendre, mais modérément. Le nombre de transactions, il va pas du tout atteindre les plus d'1 million de transactions qu'on a connues. Ça va être une reprise peut-être de 5, 10, 15% du nombre de transactions. Donc, une production de crédit potentielle sur le marché qui va être en amélioration, mais pas énorme. En face de ça, on a des banques qui ont passé pour certaines 2 ans avec une production atone et donc qui ont eu du mal à faire tourner leur machine commerciale pour équiper des clients, collecter de l'épargne, ouvrir des nouveaux comptes. Et donc, il y a un rattrapage à faire. Et on est dans une situation où on a pas mal de banques qui nous disent « Moi, cette année, je veux faire plus 20, plus 30% de production de crédit, alors que la production de crédit sur le marché, elle fera peut-être seulement plus 10 ou plus 15. » Donc, il n'y aura pas de la place pour tout le monde et donc la concurrence va être forte. La bonne boussole pour une banque actuellement, qu'est-ce que c'est? Alors Pierre, en étant vraiment très concret, à la fois on entend bien sûr la BCE, donc baisse des taux, donc les banques suivent, mais d'un autre côté, parallèlement, on a aussi l'OAT 10 ans, les taux d'intérêt d'emprunt de l'État qui sont quand même très élevés, et on a les agences de notation, on a le contexte économique qui est compliqué, le contexte politique aussi qui est compliqué. Quelle est la bonne boussole pour la banque? Alors effectivement, il y a ces 2 boussoles. Les taux longs associés à la dette française sont une boussole pour les directions financières des banques, mais les taux courts le sont aussi. Donc la baisse des taux directeurs de la Banque centrale qu'on connaît depuis 1 an, et le consensus c'est que ça va continuer à baisser 4 fois l'an dernier. Ça va, selon vous, dans un monde parfait, ça devrait continuer de baisser. Voilà. Côté BCE. Exactement. Ouais. Et c'est pas mon avis, mais il y a un consensus autour du fait que ça va continuer de baisser, peut-être 2-3 baisses cette année. Et c'est assez net que ça sera le cas, puisqu'il y a un ralentissement économique qui s'amorce en Europe, en France, mais aussi beaucoup en Allemagne, et l'inflation est complètement maîtrisée, et il y a une certaine inertie, donc une bonne visibilité là-dessus. Donc la BCE... Pas d'inquiétude pour vous sur une possible remontée des taux d'intérêt? Non. Non. Au niveau des taux directeurs, non, pas d'inquiétude. La baisse, elle va avoir lieu. Et on devrait arriver à combien d'ici la fin de l'année? Dans ce cas-là, 2,5, autour de 3? Du coup, la transmission sur les taux de crédit va s'opérer. Ouais. On aura moins de baisse en 2025 qu'on a eu en 2024. Et donc, on estime que les taux pourraient finir, en tout cas, baisser jusqu'à entre 2,6 et 2,8 en 2025. 2,6 et 2,8, très bien. On va revenir là-dessus sur les perspectives. Astrid Cousin, justement pour Magnolia, quand on parle des taux d'intérêt, on dit généralement hors assurance. Hors assurance, notamment emprunteur. Mais c'est très important l'assurance emprunteur. Expliquez-nous. Alors c'est très important, déjà parce qu'elle est primordiale. Alors, ce n'est pas légalement obligatoire, mais les banques l'exigent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez 90% des prêts qui sont couverts par une assurance de prêt et qui protègent vous, mais aussi votre famille, mais qui protègent la banque. Et donc, voilà, ça permet vraiment de mettre un équilibre entre tout le monde et d'acheter plus sereinement. Pourquoi aujourd'hui c'est un peu passé à la trappe ce sujet? C'est parce que quand on avait des taux à 1%, des taux d'emprunt à 1%, et que l'assurance elle était à 0,30, on avait des assurances qui pesaient 30% dans le coût du crédit. Ouais. Aujourd'hui, on a des taux à 3%. Les taux d'assurance n'ont pas bougé, donc elles pèsent moins. Pour autant, le prix que l'emprunteur va débourser chaque mois reste le même. Donc, c'est pour ça que c'est devenu un sujet un petit peu plus secondaire, alors que les économies potentielles, elles sont colossales, et que c'est là-dessus vraiment qu'il y a un vrai gain de pouvoir d'achat. Et au-delà de la qualité du contrat, en termes de garantie, il y a quand même un avantage financier qui est très très important. Alors vous allez nous montrer des exemples justement que vous avez choisis pour voir le type d'économie que l'on peut réaliser, notamment. Aussi, pour le rappeler, on peut changer d'assurance emprunteur facilement ou pas? Est-ce complexe? Alors, non, aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Maintenant, il faut savoir que vous pouvez changer d'assurance de prêt à tout moment.
Donc, c'est-à-dire même un mois après la signature du contrat avec votre banque. Et aussi, il faut rappeler quand même que techniquement, il y a une loi qui s'appelle la loi Lagarde qui permet à tous les emprunteurs de choisir une assurance de prêt externe à celle de la banque au moment de l'octroi du prêt. Donc techniquement, vous n'êtes même pas censé être dans l'obligation de vous équiper de l'assurance de prêt banque. Comment réagit une banque aussi généralement quand on dit, bon d'accord pour le crédit immobilier, très bien, par contre l'assurance emprunteur, ce sera ailleurs? Alors, vous avez vraiment... Enfin, je ne peux même pas dire telle banque fait mieux, telle banque fait mieux. Vous allez avoir plein de conditions. Vous allez avoir, bon, bien sûr, les réfractaires, le conseiller qui va vous dire « Ah non, mais là, monsieur, c'est pas possible, je ne peux pas vous donner les mêmes conditions d'emprunt sans cela. » Et vous allez avoir ceux qui vont être là, pas de problème. Et là, on va dire « Mais qui, comment et comment savoir ?» Ça va non seulement se jouer entre chaque banque qui a des comportements différents, entre chaque conseiller qui a un comportement différent, mais aussi selon votre profil. Si vous êtes un super couple d'ingénieurs et que vous allez ouvrir 4 PEA, ils vont peut-être être un peu plus sympas. Si vous êtes clairement, si vous ne gagnez pas très bien votre vie, ou pas très bien, on s'entend, si vous n'êtes pas dans le top du top, un peu comme on voit avec les conditions d'emprunt qui changent, plus vous êtes riche, finalement, moins vous payez. Mais ça va être un peu ça aussi. Donc il faut savoir que ce n'est pas forcément gagné, mais que ça vaut vraiment le coup de le tenter. Alors, avant de voir justement un exemple très concret de réalisation d'économie, avec un peu de recul maintenant, beaucoup de couples, beaucoup de particuliers ont changé, justement, ont quitté leur banque avec cette assurance emprunteur, la possibilité de changer. Est-ce qu'on a une idée des pourcentages dans le domaine ou pas, ou c'est compliqué? Alors, nous, ce qu'on sait en tout cas, c'est que depuis que la loi Lemoine, donc la possibilité de changer d'assurance de prêt à tout moment est passée, finalement, le marché a bougé que de 1%. C'est-à-dire qu'avant, 85% des banques détenaient le marché. Aujourd'hui, c'est 84%. Donc, c'est rien. Seulement, par exemple, à l'échelle de Magnolia, c'est peut-être 90 000 emprunteurs. D'accord, ah oui, quand même, ouais. Donc en fait, c'est rien sur le stock, mais c'est énorme. Juste quand on s'imagine 90 000 emprunteurs qui ont profité de cette loi. Bien sûr. Donc en fait, il faut pas non plus dire que cette loi a été inutile, c'est absolument pas vrai. De toute façon, c'est du pouvoir d'achat en plus et elle a eu un impact. Nous, c'est que chez Magnolia, je sais même pas chez les autres, mais en tout cas, je pense que l'impact a été quand même très important. Alors Astrid, on va voir un exemple justement de réalisation d'économie que vous allez commenter. Alors, le tableau, le fameux tableau. Le fameux tableau. Non, là, ce qui était intéressant, c'était de voir un petit peu, justement, quand on négociait son taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on pouvait y gagner. Donc, on voit en fait que si on passe de 3,30 à 3,20 ou de 3,30 à 3,10, on économise 7 800 € sur un crédit de 50 000 €, attention. Et ce que je voulais mettre un petit peu en exergue, c'est que justement, vous allez avoir des emprunteurs qui vont aller courir auprès de 15 banques pour gagner... de passer de 3,30 à 3,10 et gagner 7 800 € sur la durée totale du crédit, alors qu'en négociant son assurance, et encore j'ai mis un taux d'assurance banque pas trop élevé, parce que je peux vous dire qu'il y en a qui font bien plus, 0,36, vous passez de 0,36 à 0,13, mais hyper facilement, là je parle d'un couple de quelqu'un de 40 ans, hein, donc c'est même pas un profil, voilà. Les mensualités elles passent de 146 à 50 €, et donc vous économisez je crois que c'est 28 000 € sur la durée totale du prêt. Donc en fait on parle d'une centaine d'euros d'économie par mois, qui sont possibles juste en renégociant son assurance de prêt et c'est vraiment, on va y revenir peut-être, mais c'est vraiment facile. Pierre Chapon, peut-être une réaction. On vous en parle souvent, l'assurance emprunteur, chez Préto? Oui, bien sûr. On est nous-mêmes courtiers en crédit et en assurance emprunteur. Et donc, comme disait Astrid, à chaque crédit, il y a une assurance emprunteur qui est mise en place. Et donc, se pose la question à chaque fois sur quelle partie on négocie le plus avec les banques. Il y a une partie des dossiers sur lesquels on met en place une assurance externe, une partie où c'est la banque. Nous, on est effectivement au cœur de cet arbitrage, parfois de ce rapport de force entre l'emprunteur et la banque. Et notre rôle, c'est de conseiller, d'expliquer quelle est la loi, quelles sont les bonnes garanties et de manière transparente, quels sont les tarifs pour que l'emprunteur soit informé et puisse faire un bon choix. Les perspectives. Astrid, quelques mots sur les perspectives justement de la fois l'activité immobilière, les crédits, et comment vous sentez les choses, en tout cas pour cette année 2025. Alors, c'est vrai qu'on a un discours très optimiste dans la presse, mais je pense que c'est important parce qu'il y a quand même un gros facteur psychologique. Dans la presse ou au sein des réseaux immobiliers? Non, dans la presse, mais du coup, bien sûr, des messages qui sont colportés par des agents IMO, des courtiers en crédit. C'est le retour des acheteurs. C'est le retour, ça y est, ça repart, machin. Mais pour moi, ça reste important d'avoir un discours optimiste parce qu'on sait très bien l'impact psychologique énorme, notamment quand il y a un petit peu des mouvements politiques comme en ce moment, que ça freine tout le monde. Donc, c'est important d'en reparler, que ça se redynamise. Mais
je pense, j'imagine que Pierre me rejoindra là-dessus, mais à mon avis, la reprise, elle va être relative, tout en se disant quand même que ce qu'on a vécu pendant 10 ans, c'était aussi historiquement quelque chose qu'on n'avait jamais vécu avant. Donc, en fait, c'était normal, notamment sur les taux d'intérêt à 1%. Les taux d'intérêt, ouais. Et puis les nombres de transactions et tout ça. Donc c'était délirant. Là, on arrive peut-être à un truc un peu dans un contexte un peu plus stable, normal, qui va être peut-être aussi très sain. Pierre, le contexte politique aussi peut, avec toutes ces incertitudes, engendrer un attentisme aussi chez beaucoup qui se disent, bon, est-ce que c'est le moment? Alors évidemment, il y a les ventes contraintes, ou ceux qui ont besoin de vendre pour des raisons budgétaires, ou en cas de divorce, ou autre, de déménagement, ou de mobilité, mais voilà, pour tous ceux qui souhaitent notamment investir dans l'immobilier, ils peuvent se dire, c'est un peu compliqué, attendons d'y voir plus clair. Tout à fait. Alors, la distinction entre investissement et achat en résidence principale, du coup, elle est très importante parce que ce qu'on voit, c'est que sur l'investissement, effectivement, le manque de visibilité sur un budget, notamment sur la fiscalité, c'est de nature à créer de l'attentisme très fort. Et donc, pour le coup, il ne faut pas compter à ce que les investisseurs reviennent avant de créer de la très bonne visibilité sur le statut du bailleur, les conditions de location avec les DPE, la fiscalité des loyers perçus. En revanche, sur la résidence principale, pour le coup, les Français, ils veulent acheter leur résidence principale. Il y a des préoccupations très importantes au sujet des retraites, au sujet de l'inflation sur le temps long. Et pour le coup, la volonté et l'intérêt d'être propriétaire, c'est plutôt en train de se renforcer. Ouais. Et vu que du côté du pouvoir d'achat immobilier, les planètes se sont alignées, c'est positif. Pour le coup, là, je suis je pense que la situation elle est très saine pour ce qui est de la résidence principale, ce qui est quand même le gros du marché. Et donc, je pense qu'il y aura un regain de projets au-delà des projets contraints que vous disiez, comme les divorces, les décès, même si ça sera modéré. Il y a donc pour les primo-accédants notamment. Ouais, est-ce qu'ils sont de retour, les primo-accédants justement? Est-ce qu'ils n'attendent pas de voir l'extension du prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire, dans le neuf, dans l'ancien, plus potentiellement la maison avant vraiment de se lancer? Oui, alors les primo-accédants, effectivement, le coup de pouce des pouvoirs publics avec le PTZ, l'extension du PTZ, va être déterminante. Il semblerait que, quelle que soit la configuration politique, ce soit un consensus quand même au niveau du Parlement que ce coup de pouce doit avoir lieu. Donc s'il y a un budget, nous on anticipe qu'il y aura l'extension du PTZ à toutes les zones et à la maison individuelle, ce qui est une très bonne chose et ce qui est très bon pour les primo-accédants. Sachant qu'en plus, les banques qui sont très très volontaristes complètent en particulier pour les primo-accédants, le PTZ par des taux boostés, donc des enveloppes de quelques dizaines de milliers d'euros. Plus des aides locales, régionales potentiellement, qui viennent en fait s'accumuler, enfin se compléter à ce prêt à taux zéro, oui. Exactement, donc c'est favorable aux primo-accédants, et ça va soutenir le marché. Une partie des secondo-accédants, en revanche, continue d'être un petit peu dans une impasse, puisque quand on a un crédit à entre 1 et 2%, et quand on imagine changer, là c'est compliqué. Ça va. Même s'il y a un point d'écart par rapport à l'année dernière. Exactement. Actuellement, c'est encore un peu tôt. C'est encore un petit peu tôt pour une partie. C'est pour ça que ça va faire une année un petit peu en demi-teinte, reprise très modérée. Astrid, justement, cet aspect-là, et notamment sur la politique peut-être du logement, que ce soit pour les primo-accédants, les investisseurs, qu'est-ce que vous attendez pour permettre de fluidifier l'activité et le marché? C'est vrai que je pense que ce serait bien que les prix du mètre carré continuent à baisser dans les grandes villes. Il y a quand même un étouffement qui est incroyable en termes de location. Le marché de la location, c'est extrêmement compliqué. Je pense que quand on vit dans une grande ville, on y a tous été confrontés, et je crois que j'avais vu des chiffres qui disent qu'il y a peut-être 50% de biens en moins en location. Enfin, voilà. Donc il faut que l'IMO se relance. Oui, mais alors comment justement? Quelles seraient vos préconisations? Ça, si je savais. Il faudrait vraiment, ce que je vous disais, que les prix au mètre carré baissent. Les dispositions sont plutôt très positives aussi, avec le prêt à taux zéro. Ouais. Que la BCE aussi continue dans sa lancée, parce qu'on est ultra dépendant de ça quand même, et que les banques lâchent un petit peu du lest aussi, peut-être. Je ne sais pas exactement où on en est en termes d'apport, peut-être que Pierre, tu pourras me le dire, mais l'apport, ils sont toujours aussi exigeants ou...
Non, c'est plutôt favorable. Le côté volontariste de toutes les banques et une bonne concurrence sur le marché du financement fait que les exigences en termes d'apport sont très très normales. On a même une partie des dossiers qu'on arrive à financer au-delà de 100%, 105%, 110%. Souvent quand même quand il reste de l'épargne à côté, c'est-à-dire les banques apprécient en fait collecter un petit peu d'épargne, ce qu'on appelle l'épargne résiduelle, et peuvent consentir à un prêt à 105-110% si l'épargne, elle est quand même là. Ça, c'est sécurisant pour le budget du ménage et c'est toujours ça de prix en termes de collecte pour la banque. Mais donc, sur l'apport, c'est pas un frein. À tous les deux, quels sont justement dans cette période, on se pose des questions, mais vous dites c'est favorable en tout cas pour emprunter. Quels sont vos conseils justement très pratiques, très concrets pour ceux qui veulent passer par la case emprunt, Astrid? Alors moi, si je dois prêcher pour ma paroisse, c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est vraiment d'expliquer que voilà, le taux d'emprunt, c'est hyper important. Obtenir son crédit, c'est hyper important. Et quand on parle d'assurance de prêt, il faut quand même un tout petit peu relativiser entre est-ce que je veux voir mon emprunt vraiment voir le jour ou est-ce que je me bats sur l'assurance de prêt. Donc c'est pour ça qu'on conseille, nous, absolument, et ça je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, si vous avez vraiment la volonté d'avoir une assurance de prêt en dehors de votre banque, parlez-en au tout début des démarches. Parce que si vous en parlez en amont, oui. Voilà, parce que si vous en parlez à la fin, le conseiller bancaire, il peut se sentir un peu pris en otage et ça peut un peu freiner la bonne relation que vous avez ensemble. Donc être transparent dès le départ, ne pas attendre le dernier moment. D'accord, voilà, exactement. Bon. Si jamais c'est OK, mais tant mieux. Voilà. Donc, allez-y, vous pouvez commencer dès le début en plus à souscrire à l'autre assurant, donc ça vous fait des démarches plus sereines. S'il refuse, vous prenez l'assurance de la banque et puis vous pouvez même, pendant que vous signez l'assurance de la banque, commencer à faire vos démarches pour souscrire au nouveau contrat. À tout moment, en fait. À M+1, vous pouvez être souscrit, vous pouvez être couvert par une autre assurance. Donc c'est des choses qu'il faut savoir. C'est pas des conseils anecdotiques parce qu'on l'a vu tout à l'heure. C'est hyper important. C'est vraiment du pouvoir d'achat en plus. Et c'est tout simplement vous êtes dans votre droit. Donc allez-y. Voilà. Pierre, des conseils pratiques. Alors conseils pratiques, moi ça serait sur la préparation de son budget de manière très sérieuse. Pourquoi ? Parce que le marché il est en train de se rééquilibrer, mais il est encore convalescent. C'est-à-dire qu'il y a encore des marges de négociation sur les prix importantes entre le prix affiché et le prix qui se signe vraiment en promesse de vente. Et donc, on est encore dans une situation où le bon acheteur a la main pour aller négocier les prix. Et ça, pour avoir la main, il faut arriver avec un dossier béton en étant sûr de soi sur moi je suis finançable, je peux acheter tant, ce qui me permet d'être assez ferme dans une négociation sur le prix en gardant en tête que acheter au bon prix, c'est quelque chose qu'on gardera toujours, alors que le taux, que ce soit le taux de l'assurance ou même le taux du crédit, ça peut se renégocier par la suite. Donc, utiliser l'aspect favorable du financement en ce moment pour être très confiant et bien négocier le prix, je pense que c'est mon conseil en ce moment. Sur les passoires énergétiques aussi, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il faut... Non, Astrid, sur cet aspect-là, est-ce qu'on peut avoir des décotes ? Moi, j'ai découvert ça, donc je vais plutôt laisser Pierre en parler. Oui, il y a sur le A, B et C certaines banques et paradoxalement aussi d'un autre côté sur des biens énergivores, la banque qui peut aider justement à accompagner sur la rénovation. Dans ce cas-là, il y a des décotes aussi sur les taux. On trouve un peu de tout. Alors, il y a ce qui est clair, c'est qu'il y a des décotes sur les taux quand on achète un bien avec une bonne note énergétique dès le départ. Donc ça, c'est sûr. Ça veut dire qu'il ne faut pas passer à côté. Donc si on est là-dedans, chercher le crédit qui va prendre en compte ça pour avoir une décote. Et sur les biens, pour le coup, énergivores, là, il faut bien préparer les choses puisque les banques, pour le coup, sont de plus en plus exigeantes. Elles financent, mais souvent, et de plus en plus, elles ne financent que s'il y a un plan de travaux pour améliorer la note. Oui, c'est ça, c'est l'accompagnement. C'est exactement. Donnant. C'est-à-dire, on veut bien vous aider, vous achetez un logement G, mais il faut au moins qu'il passe de 2 classes supérieures. Oui, exactement. Et donc, ça se prépare et ça se rentre dans le plan de financement. Et ce qu'on toutes les banques le font, ça, non ? Quelques-unes, on peut les citer ? Toutes les banques le font. Bon. Toutes les banques le font. Très bien. Et ce qu'on remarque, c'est que avant un classé G en investissement locatif
la banque était très exigeante puisqu'il y avait la menace de l'interdiction de la location. Donc elle disait, moi je ne veux pas financer un bien qui sera inlouable. Maintenant, on le voit sur les résidences principales aussi. Je ne vais pas financer un classe énergétique G s'il n'y a pas de plan de travaux. Et il faut que le plan de travaux il soit inclus dans le plan de financement. On ne peut plus maintenant dire à une banque en fait il me reste des liquidités et donc vous inquiétez pas, les travaux je les ferai avec mes liquidités. Elles veulent avoir la visibilité, que ça soit inclus dans le plan de financement et donc dans le dossier il y a les devis travaux avec le plan. Donc ça c'est très important à prendre en compte pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Astrid, conclusion, dernier conseil? On a dit beaucoup de choses. Dernier conseil, très très bien se préparer, être au courant de ses droits, aller toujours benchmarker, du moins parler avec plusieurs potentiels financeurs ou assureurs ou peu importe. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, surtout avec tous les dispositifs en place, il faut vraiment, vraiment s'informer. Et je pense que c'est vraiment en s'informant au mieux qu'on arrive à être dans un meilleur rapport de négociation et obtenir aussi les meilleures conditions. Pierre? C'est un petit peu pareil. En 2025, on a essayé de se projeter sur les taux, sur ce qu'allaient faire les banques. Faut quand même se rappeler qu'il y a quand même de l'incertitude sur les marchés. Et l'incertitude, du coup, ça va créer des écarts importants entre ce que peuvent offrir les différentes banques. On pense que les écarts vont même s'accentuer et peuvent changer d'un mois à l'autre. Et donc, prendre le temps de comparer, ça va être vraiment déterminant en 2025. Eh bien, merci à tous les deux, en tout cas pour vos bons conseils et vos éclairages. Pierre Chapon, merci beaucoup. Merci. Astrid Cousin, merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.